Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles depuis février dernier, Sarah El Haïry fait face à de nombreux dossiers en pleine hausse de violence entre les jeunes et surtout face à l'idée du fameux réarmement démographique. Elle sera l'invitée de cette première partie d'émission. Réunir près de 15 000 élèves pour un dialogue en ligne sur le thème de l'espace. Voici l'un des projets d'édifice. On en parle dans la seconde partie de l'émission. Enfin, vous retrouverez Loïc Landreau pour l'agenda. Et au menu cette semaine, l'Inde à l'honneur, avec bien sûr la fête des couleurs, le festival de Cannes et une recommandation cinéma. Mais tout de suite, place à l'actualité du jour avec Loïc. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. On commence avec cette annonce de Gabriel Attal ce matin. Il souhaite mettre en place une forme de comparution immédiate pour les délinquants dès l'âge de 16 ans. Mi-avril, le Premier ministre avait annoncé une série de mesures pour faire face, disait-il, à l'addiction à la violence de certains jeunes. Il avait appelé également un sursaut d'autorité. Et ce matin, il a dressé un point d'étape de ces consultations, toutes ces consultations qu'il a menées ces dernières semaines avec cette orientation. Dès 16 ans, les jeunes délinquants pourront paraître en comparution immédiate devant le juge. Jusqu'ici, il fallait être majeur pour que ce soit le cas. Sauf que, selon la secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO, ce dispositif existait, mais il a été supprimé il y a quelques années. Béatrice Brugère, ce matin sur RMC. Oui, c'est une piste intéressante, mais il faut quand même rappeler que la dernière loi qui concerne la justice des mineurs a supprimé quelque chose qui y ressemblait beaucoup, qui était une présentation immédiate, c'est-à-dire la possibilité pour les magistrats, les juges des enfants, de juger rapidement des mineurs qui avaient commis des faits graves dans des délais qui pouvaient être intéressants pour avoir une réponse immédiate. On a supprimé ça. Bon, maintenant on réfléchit puisqu'on voit que on n'a pas les outils adaptés, si vous voulez, pour répondre à des violences, puisque là c'est des violences aggravées ou en tout cas des faits très graves pour des mineurs qui sont délinquants d'habitude. Donc oui, moi je trouve que c'est une bonne proposition parce que notre syndicat l'avait déjà proposé sous Nicole Belloubet. Ce qui est inquiétant, c'est les zigzags permanents. C'est-à-dire qu'on passe son temps à défaire, à refaire, à imaginer par rapport à l'actualité. Voilà, donc ça c'est un vrai problème. Autre orientation évoquée par Gabriel Attal, des séjours de 3 à 7 jours en foyer ouvert pour les jeunes délinquants. Écoutez la réaction de Béatrice Brugère. Je ne suis pas sûre que l'idée soit si pertinente que ça. Ce qui est intéressant dans le foyer, c'est d'extraire immédiatement un mineur d'un milieu qui soit, j'allais dire, très délinquant ou criminogène, si vous voulez. Ou, par exemple, je pense pour les mineurs qui sont dans les stupéfiants ou dans des bandes. Le sortir de ses fréquentations, oui, au fond. Ça, c'est bien. Mais bon, pour 3 à 7 jours, est-ce que ça suffit ? je sais pas. Il faudra encore évaluer ça. J'espère que ce n'est pas juste un effet d'annonce. Nous, notre syndicat avait proposé quelque chose qui nous semblait plus adapté, puisqu'on a réfléchi avec un pédopsychiatre qui s'appelle Maurice Berger, à mettre en place ce qu'on appelle des ultra courtes peines. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une sanction. Ça serait jusqu'à entre 7 et 14 jours, qui serait à la fois une sanction et à la fois un moyen d'évaluer vraiment le profil du délinquant de manière pluridisciplinaire, avec toujours cette touche qui est très importante, qui est celle de l'éducatif. Gabriel Attal souhaite enfin développer les politiques de soutien à la parentalité avec l'expérimentation de parcours parents dans 10 départements en 2024 avec un objectif de 30% de parents accompagnés d'ici 2027 contre 4% actuellement. Ce matin également, les assises de la pédiatrie ont remis leurs conclusions au gouvernement. 6 mois de consultation des professionnels de santé et des patients et bien sûr des constats alarmants. 16 mesures, 80 actions concrètes ont été présentées aux ministres concernés pour améliorer la prise en charge des enfants et réduire les inégalités de santé dont ils sont victimes. Parmi elles, ce cri du cœur des membres du comité d'orientation, la santé mentale des jeunes doit devenir une cause nationale.
médical. Guillaume Bronsard est pédopsychiatre au CHU de Brest. Il a participé à l'élaboration de ce rapport et voici ce qu'il a déclaré à nos confrères de France Info. Nous sommes à un moment où on pourrait tout connecter, que ce soit le harcèlement, les problématiques suicidaires ou les difficultés d'apprentissage scolaire. Il faut mettre tout cela sous une égide unique et visible pour que la population et les professionnels le repèrent. Il y a aussi un problème inouï de manque de lits d'hospitalisation. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes reçus aux urgences pour une tentative de suicide ne peuvent pas être gardés faute de place. Parmi les problématiques soulevées par ce rapport, des délais de rendez-vous qui peuvent aller jusqu'à 2 ans pour aller voir un orthophoniste. Une spécialité en manque chronique de praticiens. Le gouvernement va donc augmenter le nombre de places pour les former dans les années à venir. Mais en attendant, les parents se sentent absolument impuissants. Écoutez le témoignage de Jackie et Guéladio ce matin sur RMC. Ils ont une petite fille de 7 ans qui a de gros problèmes d'élocution. J'ai passé à peu près 70 appels sur plusieurs orthophonistes sur plusieurs villes. Pour le moment, ils n'ont pas de place. Elle-même, elle en est consciente qu'elle a quand même des soucis. Ça me fait mal par rapport à ça. Vous remettez limite la faute sur vous en tant que parent. On se dit peut-être qu'on n'a pas fait le nécessaire, peut-être qu'on n'a pas assez cherché, peut-être qu'on n'a pas assez appelé. C'est le parcours du combattant. De leur côté, les orthophonistes sont bien évidemment conscients de la situation, mais ils ne peuvent pas faire beaucoup mieux. Sophie Lagrange est installée en Seine-et-Marne et elle a l'impression de tout simplement ne pas pouvoir exercer son métier correctement. On a de plus en plus d'enfants qui nous sont adressés. Ces enfants ont des pathologies qui durent pendant de nombreuses années et nous, on n'a pas de turnover. C'est frustrant parce que nous, on a fait le choix d'être soignants et on ne soigne pas et on laisse les gens malades sans pouvoir intervenir. Le gouvernement entend autoriser un accès direct aux orthophonistes sans recours préalable aux médecins traitants ou aux pédiatres. Et parmi les autres mesures proposées, on peut également citer la mise en place d'une consultation obligatoire pour tous les enfants avant l'entrée en primaire pour permettre de détecter d'éventuels troubles du neurodéveloppement, ainsi que la vaccination contre la bronchiolite qui actuellement est réservée aux maternités et qui va être étendue l'année prochaine aux praticiens en ville, entre autres. Au sujet de la mixité sociale et scolaire, on en vient à cette étude qui révèle que les enfants des catégories sociales modestes seront pénalisés tout au long de leur carrière, même s'ils ont des diplômes. Conclusion d'un travail du Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Dès la fin du collège, 84% des enfants de cadres choisissent la voie générale contre 41% des enfants d'ouvriers. Un autre chiffre parlant, 33% des enfants d'ouvriers n'ont pas leur bac contre 5% des enfants de cadres. Et il n'y a que 11% des enfants de familles modestes qui arrivent à décrocher un diplôme bac plus 5 et plus. Pire encore, lorsque 2 jeunes professionnels sont embauchés à compétences égales à la base, eh bien l'étude révèle que les enfants d'ouvriers sont moins bien payés, 15% d'écart à peu près, et ils avancent moins vite dans la hiérarchie que les enfants de cadre. Et on termine avec le prix Coup de pouce des premières lectures remis par la chaîne Gulli. Sélection destinée aux enfants dès 6 ans. Elle était composée, cette sélection, de 3 ouvrages choisis pour leur qualité littéraire, leur originalité, également pour la diversité des thèmes abordés, les émotions qu'ils suscitent. Et c'est le livre « Ma famille déconnectée » qui a été distingué. Il est écrit par Amélie Javeau, illustré par Annick Masson. Et il évoque une famille divisée par les écrans. César, Barnabé et Anémone n'ont plus Dieu que pour leur tablette, leur téléphone, leur console. Et les parents, ce n'est pas mieux, vissés tous les soirs devant leur télé ou leur téléphone. C'est là que Cookie, le chien de la maison, en a assez et il décide de reconnecter toute la famille à de vraies activités, à eux-mêmes et surtout à lui. Un livre évidemment totalement dans l'air du temps au vu des débats récurrents actuels autour des écrans et des enfants. Merci Loïc. Pour un service public de la petite enfance, des mesures pour endiguer la violence chez les jeunes ou encore protéger les mineurs de la prostitution, en passant par la refonte du congé parental, eh bien, les chantiers de notre invité sont nombreux. Sarah El Haïry est sur notre plateau. Et pour démarrer cette émission, je suis ravie d'accueillir Sarah El Haïry. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Alors, Chemseddine, Samara, Zakaria, autant de prénoms qui symbolisent la montée de la violence d'une partie de la jeunesse en France. Vous étiez avec Gabriel Attal ce matin en déplacement dans la Drôme et vous avez réaffirmé, il a réaffirmé, notre Premier ministre, l'impunité zéro, notamment avec la comparution immédiate pour les mineurs multirécidivistes. Peu de temps
temps pour expliquer les faits. Souvent, face à un juge, ces mineurs-là ont 15 minutes, juste pour expliquer une situation qui vient d'arriver. Assez peu de temps, finalement, pour réaliser, pour prendre du recul, et surtout un avocat commis d'office. Est-ce que c'est la meilleure réponse, selon vous, face à la montée des violences ? Soyons très clairs. Aujourd'hui, on a une montée de violence, voire d'une hyper-violence dans une petite catégorie de jeunes, mais qui, malheureusement, mène jusqu'à la mort. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'entre le moment de l'action, de l'acte violent, du délit ou du crime, parfois, et le moment de la sanction, quand on est mineur, le délai est trop long. Et parfois, on ne se souvient même pas pourquoi on est puni, tellement le délai est long. Ce que nous souhaitons, ce que souhaite le Premier ministre, c'est que ce délai soit raccourci. Imaginez, 2 jeunes, un de 17 ans, un de 18 ans. Ils arrachent le sac d'une mamie, par exemple. Ils la violentent, les 2 sont attrapés. Il y en a un qui est immédiatement en comparution et l'autre, c'est parti pour plusieurs mois. Ce que nous souhaitons, c'est à partir de l'âge de 16 ans, quand il y a cette violence, quand il y a cette situation, que la sanction soit plus proche du moment des faits. Pourquoi ? Pour mieux comprendre et puis, d'une certaine manière, briser cette idée qu'il y a une impunité quand on est jeune. Non, il n'y a pas d'impunité, il n'y a pas de droit à la violence et il n'y en aura jamais. Et c'est exactement pour provoquer cet électrochoc que nous souhaitons, du coup, d'une certaine manière, puisque ce n'est pas exactement la même chose, mais accélérer la présence et la présentation du jeune. Avec l'idée des peines courtes aussi sur la présentation de ces mineurs délinquants dans des foyers. Tout à fait, l'idée c'est un électrochoc. Encore une fois, un des éléments de la prévention, c'est la certitude de la sanction. Et la certitude de la sanction, c'est se dire... À un moment donné, un jeune qui commence à avoir de mauvaises fréquentations, même les parents le disent, on voit son comportement changer. Plus vite on le sort de cette fréquentation, on crée un électrochoc, il se passe quelque chose, donc il n'y a pas de récidive. Placer un jeune dans un foyer aujourd'hui, on peut comprendre effectivement la proposition que vous faites, et l'un et l'autre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde dénonce le manque de place. Alors comment faire ? Ce n'est pas les mêmes. Alors, quand en général on parle de foyer, c'est vrai qu'on parle de foyer de la protection de l'enfance. Au sein de la protection de l'enfance, ce sont des enfants qu'on protège. On protège malheureusement de violences parfois intrafamiliales. On les protège. Donc ce n'est pas les mêmes choses. Par contre, on a des centres éducatifs fermés, des centres éducatifs renforcés, où là, on a des éducateurs, des médiateurs qui sont beaucoup plus équipés pour prévenir de cette délinquance. Donc ces foyers dont on parle, ce sont les centres éducatifs fermés ? Alors, c'est un format de centre éducatif fermé ou renforcé, et donc ils sont portés par la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, pour peut-être plus d'éléments, ce sont des jeunes qui seront encadrés par des professionnels qui vont nous permettre de faire une évaluation aussi de leur fréquentation, de la situation de la famille, du risque peut-être de récidive, et surtout leur donner une chance, mais un électrochoc, pour que ça ne se reproduise pas et que finalement ils n'aillent pas malheureusement au drame parfois. Nous avions eu la chance de vous recevoir il y a un peu plus d'un an ici sur le plateau du Grand JT, Sarah El Haïry, et nous avions bien sûr longuement parlé de cette jeunesse française, jeunesse qui est dans une difficulté terrible à se projeter dans le futur. Jeunesse, évidemment, on connaît les chiffres, vous n'êtes pas passé à côté, la santé mentale des jeunes, c'est terrible, chiffres catastrophiques. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à tous ceux que vous rencontrez ou qui vous apostrophent, qui vous confrontent par rapport à la situation qu'ils vivent? Moi, je vois des jeunes dans une pluralité de situations, dans une pluralité parfois de difficultés, mais aussi d'espoir et d'espérance. Des jeunes qui souvent vont mieux quand ils sont engagés, quand ils ont un collectif, quand ils sont sociabilisés. Et donc finalement, ils ont un but. Ils ont de la fierté dans le regard des bénévoles qu'ils encadrent, de la fierté dans le regard de leurs parents. Et dans le fond, comment on les accompagne ? On les accompagne d'abord psychologiquement, parce que oui, après le Covid, il y a eu une sorte d'effondrement de la confiance en soi, de la confiance en l'avenir. On a mis en place mon soutien psy. Mon soutien psy, il a été rénové parce que ça n'a pas marché sur notre première version, c'est vrai. Pourquoi ça n'a pas marché ? Peut-être parce qu'il fallait surtout une ordonnance qui devait être faite par le médecin généraliste, et on s'est rendu compte que les jeunes avaient du mal à demander à leur médecin généraliste cette ordonnance pour y accéder. Complexité des démarches, toujours. Oui. On retrouve souvent dans le système français quand même. Et donc du coup, on a enlevé cette ordonnance en disant un jeune qui en a besoin aura automatiquement accès, s'il le souhaite, à 13 séances. On a doublé le nombre de séances. On a augmenté aussi la rémunération de la consultation. On est passé de 30 € à 50 € pour créer aussi plus de réseaux de professionnels qui souhaitent accompagner cette démarche. Et là, c'est en train de reprendre, c'est en train de fonctionner. Donc déjà, à chaque jeune, on a levé cette barrière financière. Après, il n'y a pas que ça. Il y a un investissement à faire dans le pédopsie, donc là où on arrive quand même sur un moment du soin. Il se trouve que l'investissement est fait avec le ministre en charge, le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux. Et puis il y a un autre élément qui, celui-là, est pas simple, mais qui est important, c'est l'accompagnement au moment de l'adolescence, où parfois, vraiment, on est à 14, 15 ans, 16 ans, avec des maisons des adolescents, avec les parents qui sont accompagnés, avec des ateliers et des professionnels. On a installé dans chaque département une maison des adolescents pour qu'ils puissent pousser cette porte et se dire,
avant que ça aille mal, avant qu'on aille trop loin, je ne vais pas bien. Donc on parle de prévention clairement là, Sarah. On parle totalement de prévention et il faut de la prévention sous plein de formes. Je suis par exemple en train d'expérimenter quelque chose d'assez nouveau qui nous vient d'autres pays européens, c'est l'art-thérapie. Avec d'ailleurs un grand artiste français, Ilan Hanoufa, où on installe des espaces qui sont des espaces d'art-thérapie autour du birs, qui est une sorte de statue qui ressemble à une peluche, qui est un élément iconique, parce qu'on a besoin de plein d'éléments, de la discussion entre pairs, du soutien médical et donc un accompagnement psychologique ou psychiatrique, mais aussi, et ça c'est absolument essentiel, des engagements, des éléments qui redonnent confiance en l'avenir, et ça passe par l'engagement associatif, mais aussi la mobilisation de la santé scolaire sur laquelle on réinvestit. D'ailleurs, ce mois-ci, vont être augmentées les infirmières scolaires, une prime de 800 € et une augmentation tous les mois pour les prochains mois, parce qu'aujourd'hui c'est un métier qui attire peut-être un peu moins qu'avant, c'est vrai, et qu'il fallait absolument revaloriser dans leur place éducative, mais aussi dans leurs moyens financiers. Et psychologues scolaires aussi, également ? Tout à fait. Les psychologues scolaires également sont aujourd'hui, j'ai envie de dire, un des objectifs, en tout cas une des obsessions que nous avons avec la ministre de l'Éducation nationale et le Premier ministre pour répondre à cet énorme enjeu de santé mentale. Autre enjeu aussi, mais qui provient de la même idée, hein, effectivement, on a évoqué le service civique qui existe maintenant depuis 2010. Le SNU, vous en aviez parlé justement sur ce plateau, dont l'expérimentation est assez récente. Et puis, une nécessité aujourd'hui de lancer un service civique écologique. Alors, c'est un petit peu confus pour, je pense, les Français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ? Bien sûr. Alors, il se trouve que le service national universel, c'est 2 semaines à l'extérieur de son établissement. Ça peut être sur le temps scolaire ou en dehors du temps scolaire. On s'inscrit de manière volontaire et de manière individuelle ou via sa classe, si sa classe est une classe engagée. On est encadré par des anciens militaires, par le monde associatif et par le monde de l'éducation nationale. C'est 2 semaines où on est entre 15 et 16 ans. Pour être clair, on est sur l'année de seconde. C'est que du volontariat, on est d'accord. C'est du volontariat, et ça peut être collectif ou individuel. On part de son département, 0 reste à charge, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de coût à payer pour la famille, quelle que soit sa situation financière. L'idée, c'est prendre part à la société, c'est être engagé ? C'est de prendre part, devenir acteur, mais c'est aussi de présenter toutes les formes d'engagement qu'on pourra avoir après dans sa vie. Et donc pendant ce SNU, on va présenter le service civique écologique, on va présenter les réserves, nos réserves militaires, mais aussi l'engagement associatif et bénévole. Pourquoi ? Pour que tous les jeunes aient les mêmes chances et que ils puissent savoir ce qui existe pour eux. Et ensuite arrive le deuxième temps, par exemple celui du service civique, entre 16 ans et 25 ans ou 30 ans si on est en situation de handicap. Alors c'est plus de semaines, c'est entre 6 mois et 1 an. C'est indemnisé. À quelle hauteur ? C'est indemnisé un peu moins de 600 € parce que c'est une indemnité, ce n'est pas un travail, c'est un engagement. Et là, on choisit l'association dans laquelle on fait cet engagement. Et puis, on a vu chez les jeunes une volonté de s'engager plus pour la planète. Et donc, il y avait ce goût de l'engagement, mais c'était bouillonnant. Alors, on a travaillé avec eux, j'ai travaillé avec eux pour construire un service civique écologique. Et donc, c'est de l'engagement, et c'est de l'engagement qui fait du bien à la planète. Objectif, donné par le Premier ministre, assez élevé, 50 000 services civiques écologiques avant la fin du quinquennat. Pour les différencier, en gros, c'est le temps, finalement. Alors, le temps et l'âge. Il se trouve que le SNU, c'est vraiment 2 semaines de 15 à 16 ans. C'est petit et c'est plutôt en seconde, c'est avant la majorité. Et ensuite, c'est de 16 ans jusqu'à 25 ans, mais c'est de 6 mois à 1 an. Pour les jeunes qui, on le sait, ont du mal déjà à pouvoir s'alimenter, se loger correctement, il y a une grosse crise, on le sait, dans la jeunesse française, notamment après l'épidémie de Covid. Comment, si on a envie de s'engager, évidemment, à la fois pour notre pays ou pour un domaine qui nous est cher, en l'occurrence un thème qui est l'écologie, et on le sait, c'est un sujet cher à toute la jeunesse. Comment fait-on pour pouvoir joindre les deux bouts, c'est-à-dire à la fois maintenir ses études, s'engager et en même temps vivre correctement ? Alors, plusieurs manières. Hein. Quand on est étudiant et qu'on est boursier et qu'on fait le choix, par exemple, de faire un service civique, on peut cumuler. Et d'ailleurs, il y a même un bonus social qui est entre 100 et 200 € pour le jeune boursier qui fait un service civique. Donc c'est une sorte d'accélérateur, au contraire, c'est valorisé. Et puis si on n'est pas boursier, eh bien il se trouve que l'engagement il est reconnu. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que si on a fait un SNU, ça compte dans Parcoursup. Si on fait un service civique, ça a vocation à compter dans les études et donc dans les diplômes. Il faut reconnaître les engagements, toutes les formes d'engagement. Moi, je ne les hiérarchise pas. Par contre, il faut donner la chance à tous les jeunes de pouvoir le faire. Et puis, vous savez, moi, ce que je vois, c'est qu'un jeune sur 2 qui fait un SNU s'engage derrière, dans une asso, parce qu'il découvre quelque chose qui n'a pas de prix et qui revient à notre question de santé mentale. Il voit à quel point il est essentiel dans notre communauté nationale. Il voit à quel point il est essentiel dans la cohésion de sa propre génération. Et donc, il n'a pas le sentiment que sa vie, son bonheur, dépend des autres.
Autre sujet qui vous est cher, effectivement, on en a parlé pas mal aussi, c'est l'idée du congé de naissance. On avait le congé parental qui existait déjà. En quoi il se différencie de ce fameux congé parental, le congé de naissance? C'est pour moi une évolution absolument essentielle. On a longtemps pensé que la politique familiale était une politique fiscale. Une demi-part, une part, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a un désir d'enfant dans notre pays. Les familles françaises ont envie d'avoir entre 2 et 3 enfants. La réalité, c'est qu'ils en font entre 1 et 2. Pourquoi? D'abord des problèmes de garde, mais pas que. Parce qu'il y a des conséquences dans la carrière, en général, des femmes qui ont un enfant. D'abord, un arrêt. Malheureusement, absence de progression, donc absence de progression salariale aussi. Et puis un déséquilibre. Congé, la fameuse prépare, c'est quoi? C'est on s'arrête jusqu'aux 3 ans de l'enfant pour une somme forfaitaire de 448 €. La réalité, c'est que la classe moyenne n'a même pas les moyens de se poser cette question-là. Et parce que c'est notre obsession, que ce droit soit accessible à tous, et parce que ces premiers 1000 jours, d'une certaine manière, ces premiers mois sont essentiels, on a souhaité un nouveau congé qui va être en plus du congé maternité et en plus du congé paternité et accueil du jeune enfant, qui va permettre 3 mois pour les 2 parents, chacun, 3 mois, 3 mois, qui va être indemnisé de manière proportionnelle au salaire, ce qui est une révolution. Tout à fait nouveau, oui. C'est tout à fait nouveau, donc du coup ça permet à la classe moyenne et aussi au cadre de se dire je souhaite peut-être prendre un peu de temps. Mais il ne sera pas en deçà du congé parental en revanche. Il sera bien au-dessus, puisque 50% du salaire, on est de base au-dessus des 448 € forfaitaires. Quoi qu'il arrive. Donc plus court, le congé plus court, mais mieux rémunéré. Mieux rémunéré, et aussi surtout, le congé parental, on a vu qu'au bout des 3 ans, 46% des femmes qui l'ont pris, parce que c'est très souvent des femmes, ne reprennent pas le travail, l'éloignement du marché. Et donc là, ce qu'on travaille avec les organisations syndicales, parce que je suis en pleine concertation avec les organisations syndicales, c'est est-ce que oui ou non on permet le temps partiel avec? Comment on gère quand on a des jumeaux, par exemple, dans ce magnifique moment? Et puis comment on déstresse tout le monde? Parce que ça reste, la naissance d'un enfant, ça reste quand même un moment joyeux, un moment qu'on a attendu, qu'on a espéré. Et donc, comment on fait pour que l'accompagnement de la naissance se retrouve dans le fond ce qui doit être un moment de fondation, en tout cas dans sa vie. Est-ce que vous pensez que ce congé de naissance peut relancer le taux de natalité, enfin de fécondité, qui était quand même très bas en France? Très bas. On est passé en dessous de la barre des 700 000 naissances. Jamais vu depuis 1946. Exactement, oui. Exactement. Donc c'est assez dramatique. Moi je crois que pour relancer la natalité, il faut d'abord construire une société où on a confiance. Aujourd'hui, il y a la guerre, il y a la planète, c'est compliqué. Mais cette confiance, ça passe par des investissements massifs pour un pays fort, une France forte, dans une Europe forte. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a la réalité de la vie. Quand tu ne sais pas comment tu vas garder ton enfant, quand tu fais un calcul économique pour te dire est-ce que je vais avoir les moyens, quand ton logement est trop petit, mais bien sûr que tu ne fais pas le deuxième, ou en tout cas tu le fais de manière plus difficile. Donc moi, mon job, ma mission, en tout cas c'est la mission que m'a donnée le président de la République, simplifier la vie des parents en regardant les familles dans leur diversité et dans la réalité de notre époque, c'est-à-dire 2 parents souvent qui travaillent, mais des réalités de familles monoparentales plus précaires, des réalités de familles recomposées dont on ne connaît pas, en tout cas on n'accompagne pas les droits. Moi, mon job, il est juste là, redonner de la confiance, simplifier la vie avec... au bout, je l'espère, nous l'espérons tous, de nouvelles naissances. Je reprends vos mots. Vous dites on ne fait pas forcément le deuxième, mais peut-être qu'on ne fait même pas le premier. La génération actuelle n'a même pas envie d'avoir d'enfants. Alors certains, bien sûr, par choix, mais d'autres, c'est pas par choix. C'est parce que, franchement, c'est ce que je disais dès le départ, en fait, ils ont l'impression d'une génération de nos futurs. J'ai l'impression que la réalité de ce qui les attend va être extrêmement difficile. Je l'entends et je leur dis très sincèrement, ne vous privez pas du bonheur d'avoir un enfant si vous le souhaitez. Oui, mais la complexité de la vie, on le sait. On le sait. Ne soyons pas non, mais on le sait. À côté. On le sait, et il y a des mouvements No Kids, qui disent je ne souhaite pas avoir un enfant sur notre planète parce qu'on va polluer. Non. La confiance de l'avenir, son miroir, c'est la naissance et les naissances. Donc un avenir optimiste, c'est un pays qui a confiance d'une certaine manière dans ses bébés et donc dans la génération qui va le transformer. Mais ne dramatisons pas. Avoir aujourd'hui dans notre pays l'éducation, l'accès à la santé, et si demain, effectivement, le congé de naissance, un service public de la petite enfance pour de la garde, une égalité salariale, mais aussi l'engagement d'accompagner les familles dès la naissance avec les 1000 premiers jours, alors oui, les premiers jours du bébé ne seront plus quelque chose qui va être un moment de solitude, mais au contraire un moment accompagné. Alors moi, j'ai envie de dire à tous ces jeunes qui doutent, ayez confiance en vous, ayez confiance en notre pays. Alors oui, je vois aussi à quel point nous sommes dans une urgence écologique. Mais je vous assure que c'est pas en ne faisant pas d'enfants qu'on protège la planète pour autant.
Vous aviez parlé effectivement de l'inquiétude par rapport au mode de garde des enfants et surtout au mode d'accueil de nos enfants. On parlait des crèches. Qu'est-ce que vous avez proposé pour justement développer l'accessibilité aux crèches et la facilité pour les familles de pouvoir enfin allier la vie qu'ils veulent, si c'est le travail ou en tout cas pouvoir s'organiser comme ils le souhaitent? Vous savez, moi je suis extrêmement attachée à la liberté d'avoir un enfant ou pas. En tout cas, lever les freins pour permettre à ceux qui le souhaitent d'en avoir. Mais aussi la liberté du mode de garde et du choix. Certains souhaitent des crèches, certains souhaitent des assistantes maternelles. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que les parents ne choisissent pas. S'ils trouvent une solution, ils sont déjà bien heureux de l'avoir. Moi, j'entends des jeunes mamans me dire en fait, il faut presque inscrire son fils ou sa fille avant même de le faire, avant de le concevoir. Vous imaginez le degré de stress? 200 000 places manquantes dans notre pays. Qu'est-ce qu'on fait? Un investissement financier massif. De combien? 6 milliards d'euros supplémentaires. 6 milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'il nous manque 200 000 places. Et on sait que c'est un frein aujourd'hui aux naissances. Mais on le fait aussi en ayant fait évoluer la loi. À partir du 1er janvier, les maires vont être l'autorité régulatrice de la petite enfance. Donc on va pouvoir installer des crèches, accompagner l'installation de crèches, de micro-crèches ou encore d'assistantes maternelles sur leur territoire. Qui l'était auparavant, pardon? Personne. Et c'est bien le sujet. Il n'y avait pas d'autorité régulatrice de cette installation. Donc on pouvait installer où on voulait une crèche ou une micro-crèche. On passait juste un contrôle sanitaire qui était fait souvent par les PMI. On avait l'agrément ou on ne l'avait pas. Mais la réalité, c'est pas qu'une question sanitaire, il faut aller plus loin. Et enfin, et je conclurai par ça parce que je vois que le temps file, vous savez, il y a une différence financière énorme. Quand vous êtes chez une assistante maternelle, ça peut être le double du prix de la crèche. Donc vous n'avez pas les moyens, donc vous arrêtez de travailler ou vous ne faites pas votre petit deuxième. Demain, avec la réforme que nous faisons, c'est la réforme du complément mode de garde. Quand vous allez mettre votre enfant, votre bébé, dans une crèche ou chez une assistante maternelle, ça sera le même reste à charge. Donc vous ne vous poserez plus la question de « je ne vais peut-être pas reprendre le travail » parce que quand je fais le calcul entre l'assistante maternelle, la crèche, plus finalement le coût que j'ai pour travailler, eh bien j'ai moins à la fin du mois que si je ne travaillais pas. Une liberté retrouvée pour les femmes en grande majorité et donc enfin une mesure de justice et c'est exactement ce que je porte pour simplifier la vie des familles. Une discussion peut-être aussi avec les entrepreneurs, avec les entreprises et les grandes entreprises qui peuvent peut-être mettre aussi des crèches au service de leurs employés. Et j'ai besoin des entreprises parce que pendant longtemps, on a imaginé que l'entreprise était la garante de l'équilibre vie perso, vie pro. En fait, c'est plus tellement le cas. Aujourd'hui, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie familiale. Et on voit que les jeunes ont des vraies difficultés pour ces modes de garde, donc on se retrouve avec des temps partiels subis ou des gens qui ne reviennent pas en fait dans l'entreprise, alors que c'est des jeunes talents qui ont pleinement leur place et qui ont envie. Comment on fait? D'abord, on finance des crèches d'entreprise avec un crédit d'impôt qui existe, qui s'appelle le CIFAM, que nous protégeons et que nous renouvelons parce que nous on le garde. C'est 190 millions d'euros d'investissement État pour ce crédit d'impôt. Mais je vais un peu plus loin d'ailleurs, parce que je travaille avec les organisations patronales pour dire comment on fait pour que sur les zones de travail, on ait des crèches qui s'adaptent aussi aux horaires. On sait que c'est difficile. J'étais à Rungis cette semaine. Il se trouve que la crèche de Rungis commence à 5h du matin, parce que la réalité, c'est que sur ce lieu-là, les hommes et les femmes qui travaillent arrivent bien plus tôt. Donc il faut une adéquation. Juste une dernière question et après j'aimerais qu'on passe à un autre sujet. Mais ces 6 milliards d'euros-là, évidemment c'est pour le bâti, pour bâtir les crèches, mais c'est aussi pour, j'espère, revaloriser aussi le personnel de ces gardes. Tout à fait. Et on a d'ailleurs commencé, puisque c'est ma première mesure, j'ai décidé de revaloriser de 150 € net en moyenne, le monde de la petite enfance et les professionnels. Beaucoup trop sous-payés en réalité, mais les conditions de travail conditionne la qualité d'accueil des enfants. Et moi, je suis convaincue que pour recréer une volonté, une énergie et des professionnels, en tout cas de l'attractivité, il faut du salaire et il faut des formations, des opportunités passerelles entre les métiers. Donc, si vous aimez les enfants, regardez ce qui se passe autour de la petite enfance. Il y a plein d'opportunités. Parlons de la protection de l'enfance qui vit une crise majeure. Ce chiffre absolument effrayant. 30% des 40 000 prostituées en France ont moins de 18 ans. Alors, évidemment, on se pose 1000 questions. Comment en arriver là? Comment on peut expliquer ces chiffres? On a peu de temps pour en parler. Mais est-ce que les réseaux sociaux ont évidemment... ont-ils contribué, ont-ils joué un rôle majeur pour l'explosion de ces chiffres? La réponse est oui. Vous savez, aujourd'hui, on a entre 6 000 et 10 000 jeunes mineurs qui se prostituent. Mais soyons très clairs, un mineur qui se prostitue est un enfant en danger, rien d'autre. L'âge est de plus en plus jeune. On voit l'accès au porno, l'hypersexualisation de notre société. On voit même des fellations dans des collèges. Voilà la réalité de notre pays aujourd'hui. Ça touche toutes les classes sociales. Alors, il faut briser un tabou. C'est dur, mais on n'imagine pas que sa fille ou son fils peut être dans cette situation-là. La réalité, c'est que ça touche tous les territoires également, urbains et ruraux. Comment on brise
Eh bien, on brise en parlant. Malheureusement, c'est pas facile, mais il faut en parler à la maison. Regardez les applications qui sont installées sur les téléphones des enfants, en tout cas en discuter avec eux, parce qu'il y a certaines applications, on sait, amènent à de la comme relation. OnlyFans, par exemple. Exactement. C'est une application qui, effectivement, tarife des vidéos et ensuite, ça enclenche un engrenage. Et cette nouvelle forme de prostitution, mais aussi qui est née avec l'arrivée des loverboys aussi. Toute une façon de pouvoir effectivement séduire pour amener les jeunes à la prostitution. Et ça, c'est dramatique. Un petit copain qu'on est fier de présenter à ses parents, donc on n'ose même pas dire que quelques semaines ou quelques mois après, il vous prostitue, parfois avec de la violence physique ou de la violence psychologique. Et comme on l'a présenté, eh ben on dit rien. Et on est dans un silence malheureusement culpabilisant. Il faut briser, ça s'appelle des loverboys. C'est dans le fond des bellâtres qui vous ont fait tomber amoureuse. Mais il ne faut pas avoir honte. Il n'y a aucune honte à avoir. C'est eux qui sont responsables et on saura les condamner, mais il faut surtout briser ce tabou. C'est pour ça qu'on a renforcé la politique de lutte contre la prostitution des mineurs. On en parle aussi dans les écoles. Vous allez travailler avec le ministère de la Justice aussi à ce sujet? Exactement, et on renforce une communication, une campagne qui s'appelle « Je gère », parce qu'en réalité, on ne gère rien. Vous avez donc annoncé la création de refuges pour les adolescentes victimes. Comment ça va se passer exactement? Très concrètement, on sait que quand il y a 3 types de prostitution, quand on est dans un réseau, et donc c'est de la traite humaine, quand c'est des loverboys ou quand c'est du numérique. Donc c'est à peu près les 3 grandes formes. Malheureusement, quand on veut sortir de la prostitution, on essaie de la sortir, il y a toujours la pression, soit du réseau, soit des personnes qui sont autour. Et une des meilleures manières, c'est de déplacer la jeune fille, c'est souvent des jeunes filles, même s'il y a des jeunes garçons, pour la protéger du réseau, le temps de se reconstruire. Mais comment on fait, on sait très bien que justement, on a créé des espaces. On est en train de créer des espaces. Mais la sortir d'un réseau, c'est extrêmement difficile. Il faut la déplacer physiquement de son département. Il faut l'accompagner dans un autre lieu, un lieu où elle l'a accompagnée psychologiquement, parce qu'il y a souvent du psychotrauma, accompagnée aussi physiologiquement, parce qu'il y a malheureusement parfois des séquelles, et surtout la capacité à se reconstruire. Et donc il faut déplacer physiquement. D'ailleurs, avec la police et la gendarmerie, nous avons travaillé sur une fiche qui permet de détecter peut-être de manière plus rapide les situations de prostitution des mineurs quand il y a une fugue. C'est souvent un signe qui dit qu'il y a quelque chose. C'est une première fugue où on se pense que c'est juste une fugue amoureuse. Non, pas du tout. C'est un signe qui commence à être alertant. Et donc pour répondre à ça, on travaille bien sûr avec la police, la gendarmerie, mais aussi bien sûr les associations qui nous aident énormément, avec de la maraude numérique. C'est pas mal, parce qu'aujourd'hui, ça répond aussi à la réalité de nos jeunes. J'ai lu un financement à hauteur de 3 millions sur 3 ans. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est assez surtout? Bien sûr. Alors, 3 millions, ça paraît peu. Non, c'est vraiment, franchement, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que c'est 3 millions en plus des 14 millions qui ont été investis pour le plan de lutte contre la prostitution des mineurs. Donc, en fait, c'est de l'argent supplémentaire pour compléter. Et en plus, on le flèche pour des associations sur ce que je viens de vous dire, les maraudes numériques. Parce qu'on sait que la meilleure manière de parler à une jeune ou à un jeune, malheureusement, c'est pour eux plus difficile de pousser la porte du commissariat, alors que c'est plus facile de faire un chat, d'être alerté, de prendre conscience. Le temps est un peu plus long et donc on adapte aussi à la réalité des moyens de communication avec les jeunes. Merci Sarah El Haïry d'être venue sur le plateau du Grand JT. Vous êtes ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Merci beaucoup d'être venue. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite. Tous les week-ends sur School TV, dans la quotidienne, un ou une invitée et des chroniques. L'invité pour parler éducation, vous donner des clés de compréhension, des pistes d'action. Les chroniques pour explorer l'actualité de la parentalité, de la culture, de la littérature, de la pédagogie. La quotidienne de School TV, c'est tous les week-ends. De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Margot Tristram. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable des partenariats chez Edifice. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la rencontre entre l'astrophysicien et auteur à succès aussi, un très grand vulgarisateur, qui est Christophe Galfard et Edifice? Oui, ça a lieu lundi 27 mai et on va accueillir près de 30 000 élèves qui se sont inscrits donc, à cette rencontre. Ça va durer 1 heure et c'est un échange en fait à partir des questions des enfants. Christophe va venir éclairer sur tous les mystères de l'univers, les planètes, les étoiles, les trous noirs. Voilà, on va aborder des notions très complexes, mais Christophe a vraiment cette faculté à mettre tout ça à hauteur d'enfant, donc ça va être très réjouissant. Oui, effectivement, je le disais, un immense vulgarisateur, auteur à succès, Christophe Galfard. Mais cette rencontre, effectivement, elle a lieu donc lundi 27 mai. Mais votre rencontre à vous, c'est que pourquoi avoir pensé à lui? D'accord, très bien.
compris. Alors écoutez, en fait, tous nos invités qu'on reçoit sur les rencontres inspirantes, ils ont un point commun, c'est celui de vouloir vraiment échanger avec les jeunes générations. Il y a cette envie de partager. Et en fait, on l'a sollicité, il a accepté l'invitation joyeusement, puisque lui-même a vraiment c'est dans son ADN, il a écrit lui-même des livres jeunesse. Donc il a vraiment à cœur de pouvoir mettre à portée du grand public, mais aussi des enfants. Oui, alors c'est ça, parce que vous parlez des enfants et du grand public, mais je vous assure que moi, ça me passionne. Je me suis dit, mais pourquoi je ne suis plus encore à l'école et avec Édifice ce jour-là? Parce que ce sont des questions que tout le monde se pose. Évidemment, les trous noirs, on en a lu aussi, on s'est intéressé au sujet, mais ce sont des questions finalement très très larges sur les sciences, et comme les sciences touchent tous les domaines, j'imagine que les enfants sont extrêmement réceptifs. Ça dure combien de temps cette rencontre? Ça dure 1 heure, et en fait, on a invité les classes à nous poser même en amont leurs questions. On a reçu une centaine de questions, et donc, en effet... Impossible d'y répondre en 1 heure, on est d'accord? Exactement. Donc fatalement, il va y avoir une suite. Rassurez-moi. On espère, oui. Pourquoi pas un épisode, un cycle sur l'espace, mais en tout cas, oui, le sujet s'y prête, en effet. Et les questions sont très pointues, donc en effet, on va en apprendre autant que les enfants. Un exemple de question posée? Vous avez en tête? Évidemment, est-ce qu'il y a des extraterrestres quelque part autour de nous? Alors ça, je ne sais pas si c'est pointu celle-là comme question. Oui, non, c'est encore assez accessible. Mais en tout cas, à partir des questions, on a vraiment construit un fil de questions, et on va vraiment parcourir depuis les origines de l'univers. Donc on va revenir sur le Big Bang, on va faire un petit crochet par le présent quand même pour voir en fait l'état actuel des connaissances et sur les planètes et sur les étoiles et sur les différents astres célestes. Et puis on se projettera dans le futur pour voir tout ce qui reste à découvrir. 15 000 écoliers qui vont pouvoir participer effectivement à cette jolie rencontre, cette belle aventure. Ouais, ça a évolué, même on est à 30 000. Ah, 30 000 maintenant? On est à 30 000, ouais. Ah oui, d'accord, effectivement, énorme. 30 000 écoliers donc, qui vont pouvoir participer à cette rencontre donc, le 27 mai de 14h à 15h, heure de Paris, on le rappelle, donc en se connectant, j'imagine, à la plateforme. C'est ça, c'est de la visioconférence. Et donc une visioconférence qui dit visio, donc dit vue. Donc est-ce qu'il y aura des vidéos? Est-ce qu'il sera étayé ou il n'y aura que en fait, un échange? Oui, bien sûr, Christophe va nous partager des images vraiment fabuleuses qui font rêver, des dernières images en fait qu'on a de l'espace. Donc ça va être visuel, interactif. C'est des rencontres qui sont vraiment interactives, c'est-à-dire que on sollicite en fait en permanence les enfants, soit à venir passer à l'oral via le chat et à également réagir à travers des questions, des quiz. Donc c'est très vivant. On sait qu'il y a assez peu de femmes dans le monde de l'espace, ça commence à évoluer. Oui. Je suppose que vous avez eu des questions là-dessus, peut-être de jeunes filles qui ont dit mais à quand on va pouvoir toutes avoir notre place dans ce monde-là? Est-ce que c'est quelque chose aussi auquel vous avez fait attention? Alors c'est une question en fait qu'on aborde de façon vraiment transverse dans toutes nos rencontres en fait. Justement, une des rencontres qu'on a fait avant, c'était Science et Mixité, donc vraiment avec cette volonté de montrer aussi une parité dans tous les domaines. Et en fait, dans chaque rencontre qu'on fait, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde pour montrer en fait à ces élèves-là, puisque c'est aussi l'objectif, c'est de leur montrer qu'en fait tout est possible. Voilà, tout est possible, exactement. C'est des personnes qui ont à chaque fois des parcours qui peuvent les inspirer et se dire, en fait, demain, ça peut être moi qui va dans l'espace, et qui fait toutes ces découvertes. Alors justement, vous parlez de parcours, c'est très intéressant parce qu'il y a à la fois effectivement le contenu, on parle de contenu scientifique en l'occurrence là sur l'astrophysique, mais il y a effectivement cette notion de parcours, du chemin que l'on fait, que l'on prend pour aller de l'école, donc du primaire, collège, lycée, puis effectivement à la vie d'astronaute ou d'astrophysicien. Ouais. Est-ce que c'est un parcours aussi qu'on partage? Oui, c'est ça. Et en plus, ça fait partie, vous me posiez la question tout à l'heure, du choix. Donc, on travaille donc, sur toutes ces rencontres en partenariat avec ConfKids, qui anime en fait toutes ces rencontres et qui nous aide aussi à la sélection des profils d'invités. Et en fait, en l'occurrence, le profil de Christophe Galfard était fabuleux puisqu'il a été élève de Stephen Hawking. Il a été jeune thésard en Angleterre. Il a appris avec les plus grands. Il s'est spécialisé donc en effet sur les trous noirs. Donc il y a vraiment un parcours en fait d'exception qui le mène aujourd'hui jusqu'à vendre des millions d'exemplaires sur des livres de vulgarisation. Donc on est vraiment ravis de l'avoir puisque non seulement il est pointu dans son domaine et il sait partager, mais en plus il a ce parcours qui fait rêver et qui peut inspirer les plus jeunes. Vous avez mis à disposition des enseignants des ressources pédagogiques afin qu'ils puissent
préparer cette rencontre en amont? Ouais, c'est l'idée en fait. Dans tout ce qu'on fait chez Edifice, on a vraiment la volonté d'être en fait au service des enseignants, et on sait aujourd'hui que c'est vraiment des enjeux en fait d'accompagner les élèves sur tout ce monde qui est en pleine mutation en fait, et c'est pour ça qu'on organise ces rencontres, c'est de pouvoir faciliter en fait l'intervention de personnes dans la classe, mais aussi de pouvoir plus globalement animer des séances autour de ces thématiques-là. Donc on a une grosse bibliothèque avec aujourd'hui près de 5000 ressources, soit qui sont créées par des enseignants eux-mêmes, soit dans lequel on vient demander à des experts ou des partenaires éducatifs de pousser des ressources clés en main. Et donc les enseignants vont ensuite, après j'imagine, organiser des discussions dans les classes suite à l'intervention de Christophe Galfard. Ça ne s'arrête pas en fait à l'heure de visioconférence. On sait pour avoir échangé avec les enseignants qu'en fait une fois qu'on quitte la visioconférence, dans la classe ça continue à en parler, à faire des projets même collaboratifs. On a des échos souvent du coup de projets parce que ça a donné des idées aux élèves, ça a donné des idées aux enseignants de poursuivre en fait la rencontre avec des projets concrets. Edifice, c'est à la fois des rencontres effectivement avec de grands hommes comme Christophe Galfard, mais aussi avec peut-être des artistes, des auteurs et d'autres personnes qui ont aussi des parcours absolument fantastiques qui veulent partager. Ouais, on essaye d'être exhaustif et on a vraiment des invités de tous horizons. Donc leur point commun en fait, c'est vraiment le fait d'avoir un engagement dans les transitions. Donc après, ça peut être des associations, des artistes, des scientifiques. On accueille tous les profils. Quand vous dites dans les transitions, justement, écologique et pas que, ça peut être vraiment économique. C'est vrai quand on regarde la programmation, parfois on peut se dire c'est très pointu, mais en fait c'est tout notre plaisir aussi de collaborer avec ConfKids qui a cette capacité en fait. ConfKids est spécialisé depuis 2007 dans la création de discussions entre experts et jeunes et a cette faculté en fait à créer en fait un format qui est très accessible même pour les 8-12 ans sur des sujets aussi pointus que l'écologie, l'économie ou les arts. Vous l'avez dit, nous on n'avait pas ça à notre époque. On avait les papas et les mamans qui venaient comme profil inspirant. Alors, moi j'avais pas ConfKids, mais j'avais des personnes qui venaient effectivement. Beaucoup d'experts, oui, de très grandes. Vous avez eu de la chance. Des bonnes écoles. Moi, j'ai jamais vécu ça, donc je trouve que c'est vraiment génial. Est-ce que vous avez des enfants qui viennent vous voir ou qui vous écrivent derrière en disant tiens, j'ai pris telle décision dans ma vie suite à ce que j'ai vécu avec vous? Est-ce que vous avez des retours comme ça qui vous confortent dans cette mission? Dans la mission. Alors on n'a pas assez de recul aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on les organise. En revanche, on a des retours super positifs, notamment des élèves. Je me souviens notamment d'un élève qui, en pleine visioconférence, en fait, on avait un micro qui était resté allumé dans une classe et en fait la rencontre débordait sur la récréation et en fait l'élève s'était crié « Ah non, on va pas en récréation, on reste là ». Donc il y a vraiment, je pense, un plaisir à participer à ces rencontres. Et j'ai oublié votre question qui était... Non, c'était tout simplement si vous avez eu des retours, donc en voilà un en tout cas. Et surtout le retour des parents, parce qu'il doit être forcément fou de joie à l'idée que leurs enfants puissent partager ce genre de moment. En fait, l'expérience. C'est l'avantage, vous parliez des rencontres dans la classe et c'est super quand ça peut se passer. Là, c'est vrai qu'on est en visioconférence, mais c'était justement notre souhait en fait d'aider des enseignants qui sont même potentiellement assez éloignés des grands centres. On pense aux milieux ruraux, on pense à toutes ces zones-là où c'est pas toujours facile en fait d'inviter un Christophe Galfard ou je sais pas même un sportif paralympique ou des choses comme ça dans des zones éloignées. Et c'est ce qu'on cherche en fait à faire, c'est de faire venir toutes ces personnes-là dans la classe, mais en s'appuyant sur le numérique. Voilà, le bon côté du numérique, souvent qui est un peu bâché. Donc rappelons-le quand même, qui fait des merveilles, notamment grâce à Edifice et ConfKids. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT. Merci 1000 fois, Margot Tristram. Je rappelle que vous êtes responsable des partenariats chez Edifice. Merci. Et bien tout de suite, on va retrouver, cher Loïc, vous êtes là. Je suis déjà là. En fait, on va parler avec vous, Loïc. Eh bien, de quoi aujourd'hui? De l'agenda. De tout ce qu'on va faire ce week-end. Festival de Cannes, évidemment. La fête des couleurs. Enfin, bref, tout ça. Plein de choses. Loïc, vous nous emmenez au jardin d'acclimatation à Paris, juste à côté, entre Neuilly et Paris, qui célèbre l'Inde avec la fête des couleurs. Ce dimanche, jour de la fête des mères, de 10h à 19h, le jardin d'acclimatation célèbre effectivement Holi, la fête indienne des couleurs. Vous savez, c'est cet événement où on se jette plein de poudres colorées les uns sur les autres pour célébrer la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. Regardez à quoi ça ressemble.
Alors, il va y avoir plein d'animations tout au long de la journée, des concerts, bien sûr, un village des artisans pour s'initier à la calligraphie, aux danses traditionnelles, au yoga, aux arts martiaux asiatiques aussi. Il sera possible de se faire des tatouages au henné. Évidemment, vous pourrez manger local avec des plats à base de tandoori, de tikka masala, de curry, de safran, de piment. Ça nous met déjà l'eau à la bouche, tout ça. Il y aura des défilés de chars, une parade de danseurs et aux environs de 18h, donc cette grande fête des couleurs. Attention, la tradition veut que vous veniez habillés de blanc. Donc on compte sur vous. L'Inde à Paris, c'est donc ce dimanche au jardin d'acclimatation. C'est aussi la fête de la Bretagne avec des animations un peu partout sur le territoire. C'est la fin en fait de 10 jours de festivités un peu partout en Bretagne et jusqu'à dimanche. Vous allez forcément pouvoir trouver une activité près de chez vous. Il y a des dizaines de concerts, des expositions, des rallyes pédestres, des dégustations de produits locaux, des initiations aux danses bretonnes, des événements de sensibilisation à la préservation du littoral. Ça, c'est très important. Des spectacles de rue, bien sûr. Bref, tous les rendez-vous à retrouver sur www.fêtedelabbretagne.bzh. Direction l'Alsace maintenant pour le festival Châteaux et Légendes. Et on va regarder une bande-annonce, on en parle après. Le festival Châteaux et Légendes du 31 mai au 2 juin, ça vous a plu, hein? Je vous ai vu très attentif sur cette bande-annonce. Franchement, beaucoup. J'hésite entre la fête des couleurs, effectivement, et Châteaux et Légendes, sauf que c'est pas au même endroit. C'est pas au même endroit. Non, là, alors là, on est au château de Hollandsbourg. Voilà, c'est à une vingtaine de minutes de Colmar. Donc, vous allez pouvoir, du 31 mai au 2 juin, découvrir le tournoi des géants. Au programme, des animations autour de la vie au temps du Moyen-Âge, des ateliers d'aquarelle, un spectacle historique sur le sport médiéval. Bien sûr, il y a les JO qui arrivent, des déambulations de chevaliers et donc le soir, une expérience qui mêle des projections, du théâtre, de la musique autour de l'histoire des géants et des autres créatures qui peuplaient la vallée du Rhin. Les informations et réservations, c'est sur www.château-hollandsbourg.com. Bon, mais bien sûr, l'actualité, c'est aussi le festival de Cannes, dont la cérémonie de clôture est prévue demain soir. C'est la dernière opportunité pour vous de vivre la folie cannoise, si toutefois vous ne l'avez pas fait au début de la quinzaine. Cérémonie de clôture cette année qui sera à 18h45. D'habitude, c'est 20h, sauf que demain soir, il y a aussi la finale de Coupe de France PSG Lyon, donc ça a été un tout petit peu avancé. Montée des marches à 16h pour apercevoir toutes les stars qui composent le jury. On a Omar Sy, Eva Green, Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie. Il y aura aussi Emmanuelle Béard qui, elle, préside le jury Caméra d'Or. Camille Cotin qui présente la cérémonie. Xavier Dolan, président du jury Un Certain Regard. Bref, ce sera le Cannes des grands soirs. C'est demain et c'est toujours un événement à ne pas rater. Et alors, si on reste au cinéma, que va-t-on voir ce week-end, cher Loïc? Quelle est votre recommandation? Recommandation d'autant plus importante que si on a des orages comme on a connu cette semaine, avec même de la grêle à Nice pendant 1 heure hier, incroyable, il faut aller au cinéma. Je vous recommande Mystère sur la colline au gâteau. Titre étrange, me direz-vous, c'est vrai, c'est normal, c'est traduit du norvégien, parce que c'est un film norvégien à la base. Voici le synopsis. La ferme de la colline au gâteau est en crise, car aucune récolte ne pousse. Heureusement, Albert, un célèbre inventeur de la région, a mis au point une nanograine révolutionnaire qui peut résoudre le problème, sauf que cette graine est volée lors d'un voyage en train. C'est là que Clara et Gavin vont unir leurs forces à la célèbre détective Agatha Christie pour démasquer le coupable. Bande-annonce. C'est mon chef-d'œuvre. Cette graine va révolutionner la face du monde. Waouh! Grâce à Super Graine X, notre terre sera de nouveau fertile. Ouais, mais tu ne pourras pas m'obliger à manger cette nourriture sans âme. Oh malheur! On m'a volé ma Super Graine X de génie. J'interdis formellement à quiconque de sortir. La détective la plus époustouflante du monde, c'est Agatha Christie. Nous allons maintenant passer à l'interrogatoire de tous les passagers pour connaître leurs faits et gestes. La vie d'un détective privé est absolument
palpitante. Alors, si le dessin, si je puis dire, le graphisme n'est pas très moderne, en fait, l'histoire vous a plu? Oui, c'est vraiment sympa. Alors effectivement, on en parlait quand on regardait la bande-annonce, on pouvait s'attendre à un peu plus de modernité, surtout que c'est un film norvégien. Donc on pouvait se dire que voilà, il y aurait eu un petit quelque chose en plus par rapport à ce norvégien et moderne. Non, mais en tout cas, c'est pas les grandes majors type Pixar, Disney, etc. Donc voilà, c'est vrai que j'étais un peu déçu sur le côté très rectiligne et pas très original, mais ça marche très bien, c'est très soigné, c'est bien écrit. Et justement, parlant d'écriture, c'est une réécriture moderne et à hauteur d'enfant du crime de l'Orient Express, d'où le fait que la détective s'appelle Agatha Christie. Ça promeut aussi une petite vision écolo du monde, puisque ça parle de l'agriculture sans OGM, ça pose l'usage des nouvelles technologies, il y a plein de messages cachés que les enfants comprendront plus tard, mais que les adultes qui les accompagnent vont comprendre tout de suite. C'est à partir de 4 ans. Il y a plein de petites références, des petits clins d'œil aussi pour les parents. Donc c'est un bon moment et c'est déjà en salle. Merci beaucoup Loïc, merci. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et cette semaine, son invitée est l'actrice Charlotte Gassio. Si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment consacrée à l'école, enfin vraiment spécifiquement plutôt. Ok. Donc tu le disais, tu as des enfants. Comment tu juges l'école française aujourd'hui? Alors je viens de mettre un pied dedans, hein. Mes enfants ils commencent le CP. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. J'ai la sensation qu'on est un peu plus à l'écoute des enfants, qu'on les observe. Puis aujourd'hui, tout ce qui est Montessori, pédagogie alternative est quand même vachement passé par là. Donc les enseignants, j'ai l'impression, s'adaptent un peu plus. En tout cas au primaire, on verra au collège. Mais... Si tu avais une baguette magique, quelle serait la première chose que tu changerais? À l'école? Ouais. Je prendrais le système scandinave, finlandais, Ouais. tout ça, et je le mettrais en France. C'est-à-dire avoir des journées moins longues, Des journées moins longues, travaux plus pratiques. de travaux pratiques, plus de choses artistiques, plus de choses dans la nature aussi, dehors. Voilà. À Paris Ouais, mais il y a le Bois de Boulogne, il y a Vincennes, il y a des parcs, enfin il y a des choses. En tout cas, je ferais de l'école dehors, je serais dans un truc hyper... Pas être assis... Pas être assis toute la journée. Ouais. Et l'école de demain, tu la vois comment? Eh bien comme ça, je veux que vraiment qu'on adapte le système. Je la vois dehors. Je la vois dehors, ouais, c'est ça. Puis je la vois avec de l'art. Je sais pas, quand on voit les documentaires sur les écoles là-bas, en musique, ils font pas de la flûte. Ils font de la batterie, ils font de la guitare, ils chantent, ils font plein de choses. Ça donne envie et que ça donne d'autres clés dans la vie aussi. On a un petit traumatisme ici avec la flûte. Il y a un petit traumatisme de la flûte, disons-le. Souvent, j'en entends parler en interview. Donc, une école dehors. Une école dehors, ouais. Des journées plus... Des journées plus courtes, sympas, plus sympas. Un peu moins tôt. 8h30, c'est vraiment tôt pour les enfants et pour les parents. Surtout pour les parents. Surtout pour les parents. Franchement, un petit 9h, 9h30, ce serait vachement plus sympa. Et puis, ouais, je sais pas, des trucs... dansons, chantons, apprenons les choses autrement. De manière plus ludique. Ouais, c'est ça. De pas déjà avoir l'impression d'être salarié, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Franchement, le cul vissé sur une chaise à un bureau toute la journée, je trouve ça difficile pour les enfants. Et après, on leur dit, il faut manger, bouger, il faut faire du sport, faut machin. Mais quand est-ce qu'ils en font du sport? Et puis c'est chiant le sport à l'école, la manière dont c'est fait. Ah, ça aussi, tu voudrais le changer? Ben ouais, je sais pas, je veux du fun. Si on donne le fun dès le début, peut-être... Ça sera des vies plus rigolotes. Exactement. Bah, c'est parfait pour nous, Charlotte. Ben merci. C'est déjà la fin de l'émission. C'est passé très vite. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Et moi, je vous retrouve très vite sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier. Merci Malika. On se retrouve lundi. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Donc avec un suivi personnalisé pour les élèves qui sont le plus en difficulté, avec des résultats? Oui, alors réussite éducative, oui, on a une centaine, entre 80 et 100 enfants qui sont tous les ans suivis par cette réussite éducative. Donc ils sont identifiés soit par les enseignants, soit par nos ATSEM qui encadrent les enfants. Et donc il y a un accompagnement personnalisé de l'enfant et de la famille. Parce que l'objectif, c'est pas de s'arrêter qu'à l'enfant.
Il faut aussi accompagner la famille parce que souvent les difficultés des enfants, on les retrouve, elles rejaillissent où elles viennent, elles sont d'origine familiale. Donc on a besoin de cet accompagnement, donc accompagnement personnalisé et familial. Donc il y a effectivement... Et les parents jouent le jeu? Pas tous, j'imagine. Pas toujours, parce que c'est sur la base du volontariat, toujours. Donc c'est ça la difficulté, c'est qu'on ne peut rien imposer. Voilà, donc il faut être force de persuasion. Il faut être pédagogue là aussi. Voilà, donc on a des animateurs qui sont là pour accompagner les familles, qui les encadrent, qui parfois emmènent les enfants à des rendez-vous médicaux, parce que la famille n'est pas en capacité de le faire, n'a pas tout compris. Voilà, donc il y a un vrai parcours qui s'est mis en place avec on a mis en place des locaux, en plus dans le quartier politique de la ville, pour être au plus proche des familles, puisque c'est là où elles sont le plus en difficulté, donc ouvert sur le quartier. Donc ça permet aux familles de venir plus facilement dans ces locaux pour parler avec les éducateurs, la maman ou parfois le papa. Et donc c'est vraiment cet accompagnement familial qui permet de donner des résultats, puisqu'on a, je vous disais, sur la centaine d'enfants par an, on a 60% des enfants qui sortent du dispositif. Ça veut dire qu'on estime qu'on a réussi notre mission tous les ans. Un point de langue, justement, ce mot de transfuge, pendant longtemps, et ça renvoie d'ailleurs à son étymologie, c'est un mot qui porte l'idée de traîtrise. C'est ça, tout à fait. L'étymologie, transfugere, c'est celui qui va fuir, qui va passer d'un camp à un autre, au départ du camp de l'armée à un autre. C'est un déserteur. Et c'est pour ça qu'il est associé à cette notion de trahison. Des personnes comme la philosophe Chantal Jacquet ont proposé le terme de transclasse pour enlever cette connotation. Mais on voit bien qu'elle reste, qu'elle est débattue par les récits de transfuges qui vont essayer de dépasser le sentiment de trahison. La première honte pour aller des fois vers une vengeance, c'est le titre de notre ouvrage, Trahir et venger. Mais on a aussi voulu essayer d'aller plus loin, se demander si finalement ce ne serait pas ni trahir ni venger. C'est un discours qui est porté par les récits de transfuges, mais qui doit peut-être aussi être questionné. Pour un Thomas Pesquet dans l'espace, ce sont en fait des centaines de talents qui s'affairent sur Terre, dans des dizaines de métiers différents, au cœur aussi d'un secteur économique qu'on dit aujourd'hui fort, en pleine recomposition aussi face aux enjeux internationaux. C'est ce que vous voyez et ce que vous constatez sur le terrain aussi ? Oui, bien évidemment, il y a une nécessité de produire dans l'avenir beaucoup d'avions, parce qu'on parle beaucoup de l'aviation décarbonée, qui est une bonne chose, où tous les grands groupes industriels dans le monde entier travaillent sur ça, pour avoir une industrie aéronautique qui soit beaucoup plus vertueuse, et automatiquement ça passe par des nouvelles compétences, des nouvelles techniques, et la première des choses, ce sont des avions nouveaux. Ce sont des avions qui, parce que comme ils sont nouveaux, ils vont utiliser moins de matière, ils vont dépenser beaucoup moins de carburant parce qu'ils sont beaucoup plus performants. Donc la première notion pour aller vers une industrie green et vertueuse, c'est ce changement technologique avant d'arriver sur des avions qui seront encore plus vertueux dans l'avenir. Donc il y a beaucoup d'avions à produire et malheureusement aujourd'hui, on a un petit peu perdu et on a un peu de difficultés pour être capable de réattirer des jeunes sur ces métiers des industries de l'aéronautique et du spatial. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup Loïc. Avec plaisir. Toujours agréable de vous avoir sur ce plateau. J'ai bien noté effectivement les deux. Festival de Cannes, les châteaux et les couleurs. Je crois que je vais me diriger vers les couleurs. Oui, voilà, vous me connaissez bien. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a préparé cette émission. À la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Si je le dis bien, Xavier Sanchez, je recommence. Le son, Héloïse Merlin. Maquillage, Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Micro.